Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Vérité de fait. Pour le numéro de ce soir, nous avons le plaisir de recevoir pour vous, sur ce plateau, monsieur Alain Bolondjoa, acteur politique, et pas de moindre sur la scène politique congolaise. Avec lui, il sera question de revenir sur l'interview que le chef de l'État avait accordée à son porte-parole, ou interview lors de laquelle il répondait aux questions de la population qui lui avait été posé le 30 juin, jour de la commémoration de l'accession de la RDC à la souveraineté nationale et internationale. Alain Bolondjoa, bonjour. Bonsoir. Bonjour. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Comment allez-vous? Un peu secoué, un peu déçu, un peu énervé. Je suis vraiment en colère, une colère saine. Je viens de perdre un ami très cher, Chéribin Okende. C'est mon vieux du quartier, on se connaît, on échangeait très souvent, bien qu'il y a eu un temps où il y a eu temps mort, mais du moins c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie et que j'appréciais et que je continue d'apprécier d'ailleurs. Il a été sauvagement assassiné, certainement par ces régimes, sauf peut-être si les enquêtes nous démontraient autre chose. C'est vrai, j'ai omis de le dire, c'est comme tel un coup de foudre que Kinshasa s'est réveillé le jeudi. C'était vraiment horrible, quoi. Les images, les vidéos qui circulent. De grâce pour la famille, évitez de faire circuler ce genre d'images, c'est pas intéressant. Alors Alain, qu'est-ce que vous retenez de Chéribin Okende avant qu'on arrive au sujet? Qu'est-ce que vous retenez de cet acteur politique? Bon, déjà, il est un Mongo. Moi, je suis Mongo. Donc, historiquement, nous sommes liés. Et puis, deuxièmement, il a habité mon quartier, Lupin. On s'échangeait très souvent. À l'époque, il était encore membre de MP. On échangeait très souvent. Et même lorsqu'il s'était décidé de quitter MP pour aller rejoindre M. Moïse Katumbi, on échangeait. C'est un homme très intelligent, un homme pondéré, un homme structuré, un homme capable de faire des grandes analyses parce qu'il a été dans une bonne école, il a été bien formé. C'est un homme assez effacé. Même dans le quartier, on le connaissait justement parce qu'il battait campagne. Mais en dehors de ça, il n'était pas vraiment conflictuel. En l'approchant, j'ai compris que c'était un fervent catholique. Quelqu'un qui croyait en Dieu, qui aimait la prière, qui respectait ses pasteurs. J'ai vu une ou deux fois ses enfants. C'est un bon père, un papa qui suivait surtout l'éducation de ses enfants, qui les aimait aussi. Parce que quand vous arrivez dans son salon, vous trouvez qu'effectivement, il y a des photos. Vous sentez que c'était une famille stable. C'est vrai que le problème ne manque pas, mais je crois que le plus touché seraient ses enfants et surtout toute sa famille biologique. Allez, après il s'était converti à l'islam, il faut le signaler aussi. Là, je ne savais pas. Okay. Parce que la dernière fois qu'on s'était vu, il était habillé en pagne Maman Maria. Okay. Et c'était lors d'une activité de l'église, je crois, ils avaient une activité quelque part en ville. Moi, personnellement, je ne savais même pas qu'il était converti en musulman. Clin d'œil à vous, Ben Chanal Kimongo. Ben Chanal, c'est l'un de ses assistants qui est toujours avec lui. Alors Alain, on revient sur les sujets du jour. C'est l'interview que le chef de l'État a accordée. Avant qu'on dissèque un peu cette interview-là, déjà j'aimerais avoir votre impression sur cet exercice de redevabilité auquel s'est livré le chef de l'État. Bon, je ne sais pas si c'est le principe de redevabilité ou le principe de séduction. Parce qu'il était dans une approche de séduction, parce que la redevabilité, il y a un cadre pour ça. N'oubliez pas que le président de la République a des compétences qui lui sont dévolues dans la Constitution. Et donc, il y a des domaines où lui ne peut intervenir que dans le cadre de fournir à la population des informations. Voilà pourquoi la Constitution a institué un discours solennel, le discours sur l'état de la nation. C'est là où il doit donner les grandes lignes de politique mises en place par lui et le gouvernement, parce qu'en lisant l'article 91 de la Constitution,
le gouvernement, en collaboration avec le président, mette en place de politiques publiques. Ce qui est vrai, si vous lisez l'article 69 de la Constitution jusqu'à l'article 71, pardon, vous allez vous rendre compte que les compétences du président de la République sont assez claires. Le président de la République n'a pas de programme propre. Le président de la République n'a pas des initiatives propres sur plusieurs matières. Les initiatives propres lui sont reconnues, je crois, dans 3 ou 4 domaines. C'est lui qui nomme, les généraux, les administratifs, mais en collaboration avec le gouvernement. Mais lorsqu'il s'agit de décerner de grades honorifiques ou de titres honorifiques, comme on les fait avec la chancellerie, là, il les prend seul. C'est lui qui prend la décision sur le gouverneur en ce qui concerne leur installation après élection. Il a des domaines qui lui sont reconnus, mais pour tous les restes, il doit le faire dans le cadre de l'article réglementaire. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui devait en réalité répondre sur certaines questions. Et fort malheureusement, nous comprenons que M. Félix Tshisekedi est une mixture de 2 régimes diamétralement opposés. Il confond par moments les caractéristiques du pouvoir de M. Mobutu et il prend à un certain moment les réflexes de M. Kabila. Et nous vous dites qu'il c'était au gouvernement de répondre aux questions de la population. Mais ce n'est pas le gouvernement que l'on acquise généralement quand telle ou telle autre chose ne marche pas. C'est lui qui est visé, puisque c'est lui qui est élu sur base d'un programme. Bon, il est élu, dont il impulse l'action au gouvernement. Déjà, M. Félix Tshisekedi n'est pas élu. C'est une invention de Kabila. Et en réalité, le président de la République bat campagne sur fond d'un programme de gouvernance. Très bien. Mais ce n'est pas ce programme de gouvernance qui est exécuté. C'est le programme de gouvernance conçu par le gouvernement en collaboration avec le président de la République. Mais justement, lorsqu'on lui impute certaines responsabilités, c'est justement parce qu'il a la mission de garantir le bon fonctionnement des institutions. C'est-à-dire que quand il prend parole, il doit dire « nous avons pris telle initiative, nous avons fait ceci » et ainsi de suite. Quand il dit je, ça donne l'impression comme si nous sommes dans un royaume où nous sommes dans un régime présidentiel où le président décide, le président agit. Et ce qui est surprenant, dans ces dires, on sent qu'il y a beaucoup de cassures. M. Félix Tshisekedi, déjà au départ, souffre d'un problème de méthode. Il n'a pas de méthode d'analyse. Il n'a pas de technique. Ou soit c'est juste que ces méthodes à lui ne vous plaisent pas, vous. Non, mais lorsque vous êtes dans l'analyse de questions sociales, les méthodes sont classiques. C'est-à-dire sont universelles. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en face d'un fait social, vous devez analyser de la même manière que tout scientifique. Parce que les méthodes sont connues. Et fort malheureusement, M. Félix Tshisekedi n'étant pas modelé dans ces contextes-là, il a toujours des difficultés de faire des analyses. Parce que si vous suivez très bien, on lui pose une question, il donne une autre réponse. Parce que justement, il a... Vous êtes sûr? Ah, bien sûr. Vous êtes sûr? Bien sûr. Vous avez cette question en tête? Un exemple? Non, mais vous êtes supposé être mieux informé. Ben, je voudrais m'informer justement. Vous êtes une source pour moi. Allez-y, informez-nous. Non, vous êtes mieux placé. Analysez son discours, vous allez vous rendre compte qu'il a donné des réponses inadaptées à certaines questions. Le fait que le chef de l'État ait utilisé la première personne de l'indicatif, je dirais, est-ce que c'est pas parce qu'il se sent redevable? Je reviens là-dessus, parce que tout le temps, on ne dira jamais que ça m'a fait ceci. C'est à peine qu'on parle des caméras pour le taux du dollar, mais c'est chaque chose qu'on attribue au chef de l'État. Rappelez-vous du régime Kabila. Oui, en fait, il ne peut pas ne pas être responsable de quoi que ce soit. Il est le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions. Vous savez pourquoi on parle de moins en moins de M. Sama Lukonde? Non. Parce que justement, M. Félix Tshisekedi avait besoin d'un assistant. C'est-à-dire? Il s'est choisi le faible d'entre le potentiel Premier ministre, justement pour que lui
puisse assumer cette fonction. Parce qu'il y a... Qu'est-ce que vous appelez faible? Non, mais M. Samalukonde, il est quoi? Et qu'est-ce que vous appelez C'est fort un déjà? assistant. Non, mais c'est un assistant, en fait. Vous savez pourquoi on l'a choisi? Vous savez dans quel contexte a-t-il été choisi? M. Félix Tshisekedi ne voulait pas avoir un premier ministre qui pouvait lui faire ombrage. C'est sur base de ce qui s'est passé avec Ilunga Kamba qui s'est décidé de se choisir un nouveau premier ministre. Ilunga Kamba lui faisait ombrage. Mais bien évidemment, c'est M. Félix Tshisekedi qui l'a dit. Ok. Lors de son fameux discours inutile de 6 minutes, il a dit qu'effectivement, il n'avait pas besoin d'avoir un premier ministre qui lui ferait ombrage. Il a besoin d'un premier ministre qui exécuterait sa vision, en violation de la Constitution. Non, mais et il a pris dans le... Bon, je ne dirais pas poubelle, il a pris dans la scène politique, il a pris M. Samalukonde en lui disant, voilà, j'étais avec Ilunga Kamba, il n'a pas fait ce que je voulais que vous soyez là. En lui dépouillant tout le pouvoir et en donnant à son cabinet. Alors on revient sur les questions telles que c'était étayé. Il y a premièrement l'aspect diplomatique. Le chef de l'État a répondu à ses détracteurs, ceux qui disent que non, il a effectué plusieurs voyages, on n'a pas de retombées. Il a dit qu'il n'y a aucun voyage qui pourrait vous rapporter des retombées immédiates. Mais plutôt, il y a des retombées qu'on ne sait pas palper, mais qui peuvent se faire sentir, qu'on peut vivre, telles qu'aujourd'hui la RDC est côtoyée, la RDC est fréquentée, voulais-je dire. Il y a de plus en plus des invitations comme ça et la RDC est à nouveau fréquentable. Que dites-vous de cette réponse du chef de l'État? Bon, il a tenté d'être malin, mais c'est quand même ridicule de sa part. Parce que toute action posée dans l'État doit avoir impérativement une incidence ou des retombées dans le sens du problème du pays. Voyez-vous? Si vous faites la diplomatie et que vous êtes dans une situation de guerre, on suppose que les résultats doivent apporter la paix. Si vous êtes dans une situation de pauvreté et que vous faites la diplomatie, en réalité, vous devez attirer les investisseurs. Pour la situation de guerre, il y a, le Rwanda est de plus en plus isolé. Non, mais le Rwanda est de plus en plus du point de vue isolé. international. En quoi, par exemple? Quel est l'acte, quel est l'événement diplomatique à ces niveaux qui démontre que le Rwanda est effectivement dans une mauvaise posture? Les langues CDLI sur... Non, les langues CDLI, apparemment, M. Félix Tshisekedi ne veut pas apprendre à être plus sérieux que ce qu'il vous présente. Attention. Je vous dis, il doit fournir beaucoup d'efforts pour être plus sérieux que ce qu'il vous présente. Il y a des résolutions du Conseil de sécurité. Il y a l'accord d'Addis Abeba qui a incriminé noir sur blanc le Rwanda. Il y a eu des sanctions en 2014 contre le Rwanda. Peut-il nous dire une seule sanction infligée au Rwanda? Voyez-vous, quand vous prenez les amateurs, des incultes, vous leur confiez des responsabilités, ce sont ces genres de résultats que vous obtenez. Ce pays n'a pas avancé sur le plan diplomatique. Allez voir nos ambassades, comment elles sont gérées, qui sont nos représentants. Allez voir au niveau international, quelle est la place qu'on réserve à la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que la communauté internationale nous a apporté depuis que M. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir? Combien d'investisseurs sont-ils venus justement pour renforcer notre capacité économique? Est-ce que c'est combien de bourses, s'il vous plaît, combien de bourses aujourd'hui nos jeunes sont-ils arrivés à obtenir grâce à M. Félix Tshisekedi? Quelle est la facilité en termes de visas que nous avons aujourd'hui? Quel est le pays qui s'est prononcé en notre faveur et qui a pris des décisions contre nos ennemis? Il n'y en a pas. Alors il doit arrêter à nous amener dans ces aventures. Est-ce que ces régions-là à l'international, ne pensez-vous pas que ce soit un cas isolé pour la RDC, mais c'est presque toute l'Afrique qui s'en plaint? Non, mais attention, nous parlons de M. Félix Tshisekedi, parce que chaque pays a ses réalités. Tout à fait. Si vous prenez la Tanzanie, le président qui était décédé avant que soit Magufuli, oui. Le président qui était là avant, ce président ne s'est pas beaucoup déplacé, mais il a attiré beaucoup d'investisseurs. Dans son pays, il a eu à faire des réalisations et même le jour de sa mort, toute la population pleurait. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi a dépenser autant de millions de dollars pour effectuer
de voyages touristiques. Quels en sont les résultats? Il n'y en a pas. Il a parlé du renouvellement avec les FMI. Ça fait plus de 3 régimes qu'on n'arrivait pas à dépasser 4 revues. Non, c'est ridicule. On a signé la 5e revue. Non, c'est ridicule. C'est quand même une prouesse. Combien de régimes? Comment sommes-nous arrivés à atteindre le point d'achèvement? Et vous savez pourquoi les autres régimes ne voulaient pas se laisser aliéner par le FMI? Non. Oui, la question, le poids de la dette. M. Mobutu est allé vers la Banque mondiale, vers le FMI. Il a contracté une dette de 2 milliards et 400 millions de dollars. Les effets de la dette nous ont amenés à 14 milliards. Nous avons été asphyxiés par les institutions de Bretton Woods. Avec le programme PASS, le programme d'ajustement structurel. On a bradé nos ressources. Qui ont poussé Kabila à brader la GKM? C'est la Banque mondiale et le FMI. C'est nous autres, par contre, qui avons fait pression. Est-ce que ce n'est pas notre mauvaise gestion à l'interne qui produit ce genre de résultats? Non, mais citez-moi un seul pays. Les décaissements viennent. Non, mais décaissements de quoi? Citez-moi un seul pays qui s'est développé grâce aux institutions de Bretton Woods. Il a répondu aussi à cette question pour non, dire il ne peut pas répondre parce qu'il n'a pas d'éléments. Mais justement, il dit que le FMI n'a pas pour mission de développer les États, mais de fixer ensemble avec les États des programmes en vue d'atteindre... Non, mais c'est ridicule. Comment ça? C'est ridicule. Aujourd'hui, tout le monde comprend que les institutions de Bretton Woods ont été créées justement pour nous maintenir dans une situation de dépendance. Lui se contente de fait d'avoir tiré, d'avoir recouru aux DTS, droits des tirages spéciaux. Ce sont des endettements. Vous avez un besoin de plus de 150 milliards de dollars pour relancer votre économie. On vous propose 150 millions ou 1 milliard 500 millions étalés en 5 ans. Et lui, bon, je ne sais même pas s'il est de quelle adresse scientifique. Bon, lui, en tant que chargé spécialiste en communication et marketing, il pense que c'est ça la meilleure de politique. Les pays africains se sont battus pour sortir de l'emprise des institutions de Bretton Woods. Et vous nous avez ramenés là. Et vous pensez avoir bien réfléchi. Lorsqu'on vous amène 1 milliard 500 millions, on vous dit 850 millions pour payer les enseignants, 366 millions pour le domaine de la santé, soutenir l'équipe de riposte par rapport à la Covid. Et pour les restes, on donne dans certains. Pensez-vous qu'on va développer les pays avec ces appuis-là? Hein? Ils doivent apprendre à être sérieux. Personnellement, moi, je le comprends. Vous comprenez quoi? Oui, je comprends qu'il n'a pas d'adresse scientifique, qu'il n'a pas d'approche, qu'il n'a pas de méthode. Je comprends. Il a un cabinet, il a des scientifiques autour de lui, des experts. C'est pas les cabinets quand bien même il aurait été lui-même expert en économie, s'il l'était, mais non, après il ne va pas diriger seul. C'est pas donné à n'importe qui. Caméra des conseils économiques, quoi qu'il soit lui-même non, il peut avoir des conseillers, mais ce ne sont pas les conseillers qui ont tenté de faire des incantations à la télé. Allez, on va prendre le deuxième point de vue, du point de vue social. Il y a la couverture santé universelle, il y a la gratuité, il y a plein de choses pour lesquelles le chef de l'État s'est félicité. Non, mais vous ne sentez vous-même pas que l'appeler chef de l'État, c'est un peu lourd? Pourquoi ne pas vous contenter à l'appeler président de fait? Parce que je ne vois pas M. Félix. Pourtant, il est. Non, mais il ne l'est pas. Il est chef de l'État. Non. Le chef de l'État, c'est une fonction morale. Il n'a pas nos valeurs. Il n'incarne pas les valeurs partagées. Il est président de fait. Ce qui est vrai, déjà, M. Félix n'a pas de méthode, comme je vous l'ai dit. Il ne sait même pas comprendre ce qu'il dit, surtout en matière de l'économie, du social, de la population. Je vous donne d'abord ses propres déclarations. Son fameux discours de 6 minutes après le divorce, bon, après la séparation de corps avec le FCC. Qu'il a regretté. Qu'il a regretté. Vous comprenez? Continuez dans votre lancée. Vous comprenez qu'il a regretté. Il y a une séparation de corps entre le FCC et les cash. Il vous a dit que c'était du gâchis. Ils n'ont pas pu mettre en œuvre les actions telles que prévues. Tout à fait. Et après, il vous a dit que Salomé Banda, il a présenté certains programmes. Et ces programmes, peut-il nous dire l'impact de ces programmes dans le vécu quotidien de la population?
M. Félix a-t-il une idée sur la profondeur et la sévérité de la pauvreté dans ces pays? Mais vous avez les PDL 145 C'est territoires. un torchon. Je vis à Lukula des bâtisses sortir des terres. Je vis dans quelques coins de la République. Oui, des bâtisses sorties de terre à Lukula. À Lukula, Combien au total? J'en ai vu, je vis au total 2 bâtiments, je dirais. Ah, 2 bâtiments, des bâtisses qui sortent. C'est quand même Lukula, quelque chose. Bon, non, moi, je non. vis Lukula, peut-être il y en a ailleurs. Oui, je parle de ce que j'ai vu. on a 145 territoires. Lorsque vous construisez 2 bâtiments par territoire, c'est ce que vous appelez amélioration des conditions de vie et de la population. 2 bâtiments par fois 145. Non, mais ce n'est pas le nombre qui importe, c'est l'incidence de ce que vous avez. Vous pensez que ça n'aura aucune incidence? Non. Vous pensez? Sur le plan socio-économique. Mais qu'est-ce qui serait prioritaire selon vous, Non, mais Alain? attendez. Alain. Sur le plan socio-économique, Oui. vous savez qu'à Kinshasa, il y a des centres de santé qui ne sont pas fréquentés parce que les gens n'ont pas le pouvoir d'achat. Le bâtiment, là, ça veut dire quoi? Il y a un bâtiment ici, le bâtiment intelligent, entre guillemets. Ça ajoute quoi dans votre vie? Non. Mais qu'est-ce qui serait prioritaire Non, d'après mais vous? je C'est pas les bâtiments. non, c'est qu'est-ce que- d'abord le Ouais. management. C'est-à-dire? C'est-à-dire il Je faut comprends avoir pas. des gens qui ont une bonne vision, Mhm. qui ont la capacité de prendre les réalités socio-économiques de la population et d'en faire des politiques publiques. M. Félix Sekedi vous parle de 145 territoires. Mais apparemment, il oublie que le gouvernement a été investi sur base d'un programme qui avait 15 axes avec 247 actions. Où en sommes-nous? Vous avez la gratuité de l'enseignement, la couverture La santé gratuité de l'enseignement, c'est un universelle, slogan les que vous PDL aimez 145 chanter. territoires. La gratuité d'enseignement, et il en a parlé. Ouais. La gratuité d'enseignement, lorsque vous en Il s'est parlez, même félicité pour ça. Non, il pouvait que se féliciter parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas quoi? Que des enfants aillent gratuitement à l'école, que des femmes accouchent gratuitement aussi? Où c'est? Les femmes accouchent gratuitement où? Où? Et vous savez quand est-ce qu'on prend les décisions de permettre aux femmes d'accoucher gratuitement? Lorsqu'on veut augmenter le poids démographique. Je vous dis qu'il ne comprend pas ce qu'il fait. Quand vous parlez de la gratuité, la gratuité de l'enseignement n'existe pas. Lorsque la Constitution parle de la gratuité de l'enseignement, on suppose que les parents ne payent plus et c'est l'État qui prend tout en charge. Le coût estimatif au départ était de 2,6 milliards chaque année. Aujourd'hui, ils avaient trouvé 600 000 enseignants. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de 730 000 enseignants. Et près de 300 000 enseignants n'ont pas droit au salaire. Le frais de fonctionnement des écoles n'est pas standardisé parce qu'il y a des écoles, des grandes écoles, il y a des petites. Mais moi, je peux vous donner la cartographie des écoles dans mon territoire. Et vous allez trouver plus de 99,9% n'ont pas d'infrastructure. Et ce qui est surprenant, l'essentiel de toutes ces écoles-là n'ont des gestionnaires d'école que des D6. Il y a dégradation. C'est pas nouveau dans l'enseignement primaire. Non, mais voilà pourquoi je vous dis, M. Félix, c'est qu'il ne comprend même pas que l'approche de la gouvernance dans le domaine de l'enseignement, c'est de hisser, de rehausser la qualité de l'enseignement et non le nombre d'enseignants. Moi, je vais vous poser une question. Attendez, vous allez continuer. Attendez, s'il vous Allez-y. plaît. M. Félix, c'est qu'il vous a menti en vous disant qu'il y a eu augmentation de 5 000 élèves de plus grâce à la gratuité de l'enseignement. Je peux vous défier. Moi, j'étais à Isiro. Les élèves payaient 2500 francs avant qu'il ne soit président, en 2017. Le frais de scolarisation, c'était estimé à 2500 francs le mois. Aujourd'hui, si vous allez à Isiro, il y a des enfants qui n'ont pas passé les ténaveurs parce qu'ils n'ont pas payé le frais de scolarisation ou la contribution des parents. Dans mon village, il y a une école. Les parents donnent une poule pour que l'enseignant ait le moyen d'enseigner. Dans d'autres écoles, les enfants en payent. Moi, mes enfants étudient dans une école publique. Nous payons $120 l'an.
C'est ce qu'on appelle la contribution des parents, c'est ça? Non, on a réduit. Parce qu'avant, on payait 360, mais aujourd'hui, nous payons $120. Je paye, moi, dans une école publique. Parce que j'aime mes enfants, j'aime voir mes enfants étudier dans l'école publique. L'avantage, c'est que l'école publique recrute, dans la plupart des cas, de bons enseignants. On a vu Tony Mwaba, qui est justement l'acteur clé dans ce secteur, sanctionner certains promoteurs d'école pour non-conformité aux exigences de la gratuité. Est-il sérieux? Pourquoi n'avez-vous pas porté justement toutes ces revendications dans votre village, ces enfants qui payent et consorts, venir les dénoncer au cabinet du ministre, comme ça il allait prendre des sanctions contre ces gens? Ça c'est m'insulter. Comment ça? Pensez-vous que je peux aller chez ces messieurs-là pour aller me plaindre? Par courrier? Non, mais pourquoi? Ils ne le méritent même pas. Est-ce que vous savez la démarche? Non, mais attendez, vous savez la démarche que moi j'ai eu à mener par rapport à la situation de la gratuité de l'enseignement? Renseignez-nous. J'ai effectué de voyages pour palper les réalités. J'étais dans le Grand Bandundu, j'étais dans le Grand Équateur, j'ai fait d'autres provinces orientales pour récolter les données. J'ai pu amener les données ici, à Kinshasa. Vous savez, la vidéo là de l'école Epé Willy Bakonga, c'est moi qui ai tourné. Je vous ai démontré qu'il y a un problème. D'abord, il y a la déperdition scolaire. Ça, on n'en parle pas. On vous dit qu'on a augmenté. Non. Chaque année, il y a augmentation de près de 3% de la population. Tout à fait. Et généralement, près de 2,8% de la population qui demande à entrer dans les circuits scolaires. Chaque année, c'est naturel. Ouais. Parce qu'il y a des enfants qui naissent, des enfants qui atteignent l'âge de la scolarité, qui entrent dans des écoles. Mais peut-être que avec la gratuité, ça triplait ce pourcentage-là. Non, la gratuité, en réalité, devait mettre fin à la déperdition scolaire. Apparemment, les gens ne veulent pas comprendre. C'est-à-dire qu'il y avait des enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école, qui ont l'âge d'étudier, qui ont commencé, mais qui ont suspendu leur cursus faute de moyens. Si ces enfants-là revenaient à l'école, on comprend. Lorsqu'on augmente le nombre d'apprenants à l'école, à la classe de recrutement, ne pensez pas que c'est grâce à la gratuité. La Constitution dit l'enseignement primaire est gratuit et obligatoire. Vous savez, allez voir dans nos rues. Depuis toujours, c'était obligatoire, mais justement, lui, il a peut-être le mérite d'avoir activé ça, mettre ça en vigueur. C'est la chose la plus ridicule que nous avons connue dans ces pays. Quelqu'un qui vient et qui vous dit, non, voilà, c'était écrit dans la Constitution, je viens l'appliquer. Non, vous l'appliquez dans le respect de la norme. Ne me dites pas, non, voilà, à partir d'aujourd'hui, les femmes allaient accoucher gratuitement. On arrive à l'hôpital, on se rend compte que l'État n'a rien fait. Il fallait prendre des mesures pour accompagner votre décision. C'est-à-dire que comme les parents ne payent pas, il faut que l'État arrive à payer. Cela ne veut pas dire parce que les parents ne payent pas, vous aussi vous ne payez pas et vous croisez les bras, vous dites c'est ça la gratuité. La gratuité n'est pas déclarative. La gratuité c'est une réforme. Et ce n'est pas lui qui a commencé. Je vous ai dit ici, à Isiro, les gens payaient 2500 francs le mois. Ils avaient... C'était pas gratuit. C'est une contribution des parents, 2500 francs, mais avant ils étaient au nombre de combien? Parce que dans la pratique, les gens ont voulu faire de manière méthodique. C'est-à-dire qu'ils réduisent les charges liées à l'éducation jusqu'à ce que l'État serait en mesure de prendre en charge la totalité. Mais aujourd'hui, personnellement, moi je considère ça comme une sorte de folie. Allez, Et la dégradation de la qualité de l'éducation se constate. C'est pas nouveau. Ah, c'est pas nouveau. Le phénomène 100% dans les écoles avait déjà aidé à cette dégradation. Non, 100% c'est pour au les niveau de diplômés, l'humanité. ouais. Je vous dis au niveau de l'école primaire. La dégradation de la qualité de l'éducation, vous ne pouvez pas comparer à ce qu'il y a eu hier. Parce qu'aujourd'hui, il y a des écoles où vous trouvez 98 élèves. 98 élèves dans une salle de classe. Il y a des enseignants qui ne sont pas payés. Aujourd'hui, là, vous n'en parlez pas. Ça, c'est un crime contre la pédagogie. Si nous étions dans un pays sérieux, M. Sophie serait poursuivi pour ça. On va parler du volet justice. Le volet justice, le chef de l'État a lui-même regretté. Moi, je dirais il s'est autoflagellé. Ça, c'est
C'était assez fort où il a reconnu avoir échoué. Comment vous avez accueilli ces mots-là de sa part? C'était un satisfait pour vous? C'était comment? Non, moi je connais Félix Tshisekedi. Ah, vous le connaissez? Je connais ses limites. Je connais ses insuffisances. Tout le monde en a. Hein? Non, mais il en a de trop. Quand il vous dit qu'il regrette le fonctionnement de la justice, cela veut dire quoi? De l'article 6 de la Constitution jusqu'à l'article 67 de la Constitution, nous ne sommes pas arrivés à faire respecter ces dispositions-là de la Constitution. 6 à 67. C'est quoi ces dispositions déjà? Non, c'est là où on parle de droits et libertés. Voyez-vous? C'est là où on parle de droits et libertés. Et lorsque vous lisez l'article 150 de la Constitution, on vous dit « Les cours et tribunaux ont la mission de garantir les droits et libertés. » Pour preuve, lorsque vous voyez des gens, des enseignants, le médecin manifester, c'est un droit consacré, le juge doit y veiller. Le salaire décent, les juges. Tout ça, ce sont les juges. Combien de travailleurs ont-ils vu leurs droits être respectés? Alain, et lorsque vous déplorez, mais lui a reconnu avoir échoué. Est-ce que c'était un satisfait pour vous, non, cet aveu de sa part? Le problème, c'est que lorsqu'il fait son mea culpa, ça devait se suivre des sanctions. Ah, on a vu, il y a le procureur de la Cour de cassation qui s'est réveillé. M. Félix Tshisekedi a fait obstruction à certaines décisions de la justice. Ah, vous le contredisez? Non, je ne le contredis pas. Je soutiens ce qu'il a dit. Il a dit qu'il n'a jamais intervenu. Non, ça c'est la partie sombre de son discours. Mais si vous prenez de manière globale, M. Félix Tshisekedi vous a dit qu'il a échoué. Parce qu'il est supposé être le magistrat suprême. Voyez-vous, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Aucune institution ne fonctionne normalement. Alors, n'imputez pas la responsabilité qu'au cours des tribunaux. Je vais vous démontrer que M. Félix est pour quelque chose. On prévoit 100% pour le fonctionnement des institutions. Sur les 100%, on avait prévu 20% pour le cours des tribunaux. Allez vérifier. Le cours des tribunaux n'ont jamais consommé 50% de leur ligne de crédit. Sur les 20% leur réservés, ils ont atteint à peine 8%. S'il vous plaît, mais vous parlez de justice. Allez-y. Justice, c'est-à-dire qu'il y a une organisation. Allez-y. Ça demande de moyens. Il y a un personnel. Tout à fait. Alors, le juge, le magistrat, tout ce qui va avec, les greffiers, la police judiciaire, tous ceux qui sont dans cet appareil n'ont jamais vécu ce qui est vécu au niveau de la présidence. C'est-à-dire que l'argent est destiné à M. Félix Tshisekedi, à la présidence de la République, au gouvernement et dans une certaine mesure au Parlement. Pas au cours des tribunaux. Alors qu'ils ont droit à 20% de l'enveloppe globale pour le fonctionnement des institutions. Ils n'ont jamais atteint... C'est quelque chose qui mine l'administration congolaise. Non, mais attendez, mais vous parlez de la justice. Mais allez-y. Ne me poussez pas à réfléchir comme lui, il a fait la communication. Je ne vous pousse pas à réfléchir comme lui. Il a fait la communication. Je vous dis justement que la corruption, les détournements sont de fléaux. Je ne parle même pas de la corruption. Je vous parle de détournements. Si ces fonds ne parviennent pas à les... Non, mais justement parce qu'il y a un problème de dysfonctionnement. Parce que c'est lui qui est censé garantir le bon fonctionnement des institutions. Ne sait-il pas que le bon fonctionnement passe aussi à une sorte d'équilibre sur le plan financier? Comment une institution qui a beaucoup de personnel, qui n'a pas de moyens, vous voulez que cette institution fonctionne de manière optimale? Une institution quasiment inutile, qui a plus d'argent et qui ne produit rien. Quoi de plus normal que les gens trouvent ça, vous prenez. Les juges ont été nommés par M. Félix Tshisekedi. L'appareil judiciaire est stratifié. Vous avez le Conseil supérieur de la magistrature qui est un organe de décision et d'harmonisation. Vous avez la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'État. Ce sont là les instances institutionnelles. Et vous avez les tripés, les parquets, tout ce que vous avez comme TGI. Voyez-vous? La Cour constitutionnelle, c'est la plus haute instance. C'est là où on devait sentir la protection de droits et libertés parce qu'elle est chargée de veiller sur la conformité des actes et de lois. C'est les juges pénals du président de la République et du Premier ministre. C'est les juges électoraux des élections à ce niveau-là. Voyez-vous?
Si vous êtes jugé et que vous trouvez que la décision est contraire à la Constitution, vous saisissez la Cour constitutionnelle. Mais les juges de la Cour constitutionnelle ont vu leur droit être violé. C'est lui qui a violé le droit des juges, en le mettant en dehors du circuit alors qu'il dépendait du mécanisme de renouvellement et de remplacement. Attention, M. Félix Tshisekedi, lorsqu'il a accédé au pouvoir, il était parti à l'église Philadelphie, là où il priait. Il a trouvé en cours de route une dame qui se plaignait, disant qu'on l'avait jetée en dehors de sa parcelle, il y aurait un jugement contre elle. Cette dame a été rétablie dans ses droits. Qui a poussé les juges à annuler l'acte, qui la mettait dehors. Là, vous n'en parlez pas. Est-ce que les juges avaient été poussés ou soit les juges auraient peut-être agi par désir de plaire au chef de l'État? Non, mais effectivement, il a tenté de plaire à ce que vous appelez chef de l'État, cela veut dire que le droit n'a pas été dit. C'est pas les chefs de l'État. Mais pourquoi vous insistez à l'appeler chef de l'État? Vous me mettez mal à l'aise. Mais c'est les chefs de l'État. Non, je ne parle pas des chefs de l'État. Je vous parle ici de faits que lui a posés. M. Félix Tshisekedi a suspendu l'installation de la Cour, du Sénat. C'était pour raison de corruption. C'était pour raison de corruption. C'était pour raison de corruption. Et là, il a agi en tant que juge, alors. Non, mais il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Non, mais il est le garant du bon fonctionnement des institutions, mais il n'a pas le pouvoir de prendre des décisions. En tant que garant, ne pensez-vous pas que c'était la Il meilleure a orienté la décision de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne la publication de Daniel Safo, Chéribin Okende et consorts. Il a orienté les décisions. M. Félix Tshisekedi a orienté les décisions de juges par rapport au dossier Caméré. Attention, M. Félix Tshisekedi a gracié les criminels. Attention, non, mais attention. Il a orienté les juges aussi. Non, mais quand il dit que Caméré, c'est un homme honnête, Caméré était encore utile pour la République. C'est un avis qu'il a donné. Non, mais il a donné un avis qui s'est suivi de quoi? De l'acquittement. Ah non, c'est venu trop tard, plus tard après. C'est plus tard. Cher ami, acquittement. Il y a eu acquittement. Mais c'est la justice. Le droit a été dit. Non, mais quel droit? Quelqu'un qui a été condamné pour 20 ans. Il a pourvu à cassation. Il a interjeté à 13 ans. Justement, au deuxième degré. Il est arrivé au niveau de la Cour de cassation. Avant que la Cour de cassation se prononce. C'est lui qui est présenté. Les chefs de l'État, c'est... Non, mais on parle de faits qu'on a tous vécu. Les chefs de l'État s'étaient prononcés. Pourquoi vous insistez sur le chef de l'État? Appelez-le M. Félix, c'était le président de la République. Le chef de l'État, M. Félix Tshisekedi, s'était prononcé alors que le dossier était encore au niveau de la Cour d'appel. Non, au niveau de la Cour d'appel, la décision a été prise après, il a été libéré. Ça, ce sont des faits. M. Félix Tshisekedi a gracié des criminels. Allez. Vous avez vu dans le dossier des kidnappeurs, il y a des gens qui ont bénéficié de la grâce présidentielle. C'est pas le chef de l'État qui met le nom sur la liste. Là, pardon? Non, c'est pas le chef de l'État qui décide de qui doit être sur. D'abord, il est dit président de la République. Mais la grâce présidentielle, il signe cette ordonnance. Il y a des gens qui se chargent de ça. Au nom de qui? Mais c'est pas les chefs de l'État. Non, mais attendez. C'est justement. Quand vous parlez des chefs de l'État, moi je parle président de la République. C'est là que ça crée la confusion. Mais vous dénoncez les choses que lui-même a dénoncées. Pourquoi ne pas vous joindre à sa voix pour dénoncer ensemble? Non, mais moi je pense que si nous avions une bonne justice, c'est M. Félix Tshisekedi qui devait être le premier prisonnier en prison. La première personne à être en prison. Ça c'est votre. Non, mais apparemment vous pensez que la justice n'arrête que les opposants. C'est pas ce que je pense. Alors voilà. Tout ce qu'il a posé comme acte, c'est en violation de nos lois, de nos principes, de valeurs partagées. C'est-à-dire que pour moi, je considère que M. Félix Tshisekedi mérite d'être en prison. Alors combien d'arrêts de la Cour constitutionnelle, avant qu'il ne soit au président de la République, ont-ils été contestés? Vous n'avez jamais vu que l'arrêt de la Cour, qui se déclare incompétente, aujourd'hui être mise en cause par un procureur sur ordre de M. Félix Tshisekedi. Ce sont là des faits. C'est-à-dire que la justice est caporalisée. Et il y a encore un fait qui prouve que la justice est en train d'évoluer. Il y a le procureur Mokolo qui a été pris à partie par Matata Pogno. Bon, ça, on y reviendra. Est-ce que, Alain, vous pouvez nous rassurer que vous serez nôtre très prochainement? Non, il n'y a pas de problème. Je suis là.
Allez. Si vous m'invitez pour parler de M. Faye, c'est que je serai là. Allez, merci à vous de nous avoir suivis. Pêchez-vous et bonne suite des programmes sur votre chaîne.